Merci de m'avoir fait confiance encore une fois pour vous présenter ce cours qui se rapporte aux infections respiratoires d'origine virale. Alors, comme vous le savez tous, cette année, il y aura une partie rajoutée et dédiée à l'infection par la Covid-19. Alors, pourquoi on s'intéresse aux infections virales respiratoires? C'est de par leur fréquence. En effet, c'est la majorité, ça représente la majorité des infections respiratoires, notamment chez l'enfant. Près de 80% des infections respiratoires sont d'origine virale. Ces infections, bien évidemment, même si dans la majorité des cas sont bénignes, mais peuvent être parfois très graves, notamment les bronchiolites chez les nourrissons, mais aussi les infections qui atteignent les personnes fragilisées, les âges extrêmes, ayant des facteurs de risque de complications, les immunodéprimés. Euh, L'organe cible des virus respiratoires étant le poumon et la voie d'entrée ou la porte d'entrée étant respiratoire, du coup, ce sont en général des infections localisées, mais parfois, certains virus peuvent entraîner des infections généralisées, notamment le SARS coronavirus 2 ou varicelle, c'est des infections qui sont généralisées. Alors, la grande variabilité des infections virales, l'apparition de nouveaux virus fait qu'il y a vraiment c'est extrêmement varié. Il y a un nombre très étendu de virus qui peuvent être responsables d'infections respiratoires. Donc, le diagnostic virologique peut nous aider à préciser l'étiologie. Parfois, on peut être amené à donner un traitement antiviral spécifique. Donc, euh, c'est intéressant de faire le diagnostic et aussi miser sur la prévention quand on a un virus qui est disponible. Alors, quels sont les virus qui peuvent être responsables d'infections respiratoires? En gros, il y a deux groupes. Il y a le groupe de virus qui ont un tropisme pour les virus respiratoires exclusifs. Ce sont donc des infections uniquement respiratoires et l'autre groupe qui rentre dans le cadre d'une infection généralisée avec un possible tropisme pour les voies aériennes supérieures ou inférieures. Donc le premier groupe comprend sans surprise bien sûr les virus grippaux A, B, C. Donc ce sont des virus qui sont enveloppés à ARN appartenant à la famille des orthomyxoviridés. Et donc, il y a les orthos, il y a également les paramyxoviridés. Ce sont des virus qui sont à tropisme exclusivement respiratoire. Les picornaviridés, c'est une grande famille, mais il y a le rhinovirus A et B qui a un tropisme exclusivement respiratoire. Et puis, bien évidemment, il y a les coronavirus, les anciens et puis les nouveaux qui ont un tropisme respiratoire prédilectif avec possibilité d'infection généralisée. Adénovirus, ce sont de petits virus à ADN, donc il y a plus de virus à ARN que de virus à ADN dans les groupes virus respiratoires. Alors, le deuxième groupe, ce sont les autres virus qui peuvent se compliquer d'infections respiratoires, notamment les virus de la famille herpès. Il y a le virus de la rougeole, les virus des oréons, entérovirus, etc. Donc, ce sont des virus qui ont un autre organe cible ou un tropisme pour d'autres organes avec une possible localisation respiratoire. Donc, on attrape les virus, comme déjà dit, par voie aérienne, en inhalant les particules virales ou les aérosols qui comprennent des particules virales. Bien évidemment, le temps d'arriver à l'organe cible, qui est le poumon ou les voies aériennes supérieures, l'incubation est courte. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, elle est très très proche de l'organe cible. Et la diffusion peut être plus ou moins rapide ou grave, donc selon les virus et le terrain du patient. Donc en général, nous avons une inflammation des voies aériennes supérieures et ou inférieures qui vont par la suite entraîner une nécrose de l'épithélium respiratoire causée par le virus lui-même. Maintenant, il n'y a pas que l'action virale directe, il y a également l'action immunitaire qui dépend de l'hôte. Et il y a également l'hyperréactivité des voies aériennes, l'œdème, ce qui explique l'œdème, la production de mucus. La nécrose dans l'infection grippale, par exemple, elle est réversible.
Et puis, il y a une infiltration par les cellules immunitaires. Tout ça va faire qu'il va y avoir une constriction des voies aériennes. C'est ce qui explique l'évolution vers la bronchite, la bronchiolite, etc. Donc, ceci, je crois que ça sera mieux détaillé par la suite. Donc, la clinique, elle est variable selon les virus, mais bien évidemment, il n'y a pas de pathologie spécifique à un virus donné, mais généralement, les coronavirus communs, rhinovirus, les para-influenzés, ce sont les voies aériennes supérieures qui sont atteintes. Maintenant, il y a les autres virus qui peuvent également donner des atteintes plus basses, donc les voies aériennes inférieures, notamment les nouveaux virus, donc d'où l'importance donc parfois de réaliser un diagnostic virologique. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Donc ici sur le diagramme, on peut observer qu'il y a clairement une recrudescence des infections respiratoires, comme c'est pas étonnant, hein, c'est la saison hivernale, hein, ça tourne autour de l'hiver, de la saison froide, notamment pour la grippe, le VRS, mais également le métapneumovirus, etc. Le rhinovirus, par contre, c'est un virus qui n'a pas de particularité saisonnière et qui, on note peut-être des petites recrudescences au moment du changement de saison. Alors, le diagnostic virologique a beaucoup évolué, bien évidemment, et a pu mettre en évidence de plus en plus de virus qui sont isolés, qui sont identifiés dans les infections respiratoires. Maintenant, est-ce que ces virus sont réellement responsables de l'infection respiratoire? Il faut creuser un peu plus, il faut toujours se référer aux données cliniques, radiologiques, épidémiologiques surtout, le terrain, etc. Alors, est-ce que c'est pertinent de réaliser un diagnostic virologique? Parce que c'est pas une question c'est une question plutôt qui revient très souvent. On n'a pas toujours le réflexe d'aller demander un examen virologique quand on a une grippe, par exemple, ou une infection respiratoire simple, non compliquée. Donc, dans les infections respiratoires sévères, c'est très important et très intéressant de réaliser un diagnostic virologique, de savoir où se situer et faire surtout le diagnostic étiologique. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, dans un but diagnostique, surtout quand on a un syndrome respiratoire sévère, donc ça permet un diagnostic de certitude. Ça permet, par exemple, pour la COVID, de suivre la stratégie tester, alerter, protéger, donc pour casser cette chaîne de transmission et essayer de ralentir un petit peu la transmission et la dissémination du virus dans la population. Et puis, ça peut aider également pour l'orientation thérapeutique. C'est très important ça rentre dans le cadre du bon usage des antibiotiques, donc ce qui est très très important, hein, qui n'est pas à négliger du tout. Éviter l'abus des antibiotiques, hein, c'est clairement bénéfique. Raccourcir, pourquoi pas, la période d'hospitalisation, de traiter, dans certains cas, bien sûr, de donner le traitement antiviral spécifique, notamment pour la grippe, etc. Donc, ça permet également de jouer un rôle dans la prévention. Quand on a le diagnostic de certitude, on va isoler le malade, on va éviter la transmission nosocomiale ou dans la population. Et finalement, pour un but épidémiologique, bien sûr, c'est intéressant de savoir ce qu'il y en a qui circule dans notre population. Donc, je vais passer directement au diagnostic virologique et je ne peux pas parler de diagnostic virologique sans parler du prélèvement destiné au diagnostic. C'est la phase préanalytique et c'est la phase primordiale, déterminante du résultat que vous recherchez. Donc, c'est une phase déterminante qui peut aller modifier ou garantir un résultat dans 80% des cas. Donc, d'où l'importance d'avoir un prélèvement de qualité. Alors, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser, notamment quand est-ce qu'il faut prélever un patient qui a une infection respiratoire virale. En faisant toujours analogie à l'infection grippale,
il faut savoir que le pic de multiplication, et ça se rapproche, hein, les virus respiratoires ont presque la même physiopathologie, à quelques détails près. Le coronavirus, bien sûr, c'est une entité à part. Mais en général, le pic de multiplication virale se situe autour de 48 heures du début de la symptomatologie. Donc, l'idéal, c'est d'aller prélever dans les 48 heures. Ou plutôt après J2 du début des signes cliniques. Maintenant, ce n'est pas toujours possible d'avoir le patient de façon précoce. Donc, quand est-ce qu'on peut quand même s'aventurer et aller chercher le virus? C'est dans les 5 à 6 jours du début des signes cliniques. C'est là où il y a le maximum de chances. Mais dépasser la première semaine, il faut savoir que les risques ou la chance d'avoir un prélèvement positif deviennent quasiment nuls, voire bon, très affaiblis. Il y a des exceptions, bien évidemment. Chez les enfants, on peut avoir une excrétion un peu plus prolongée. Chez les immunodéprimés aussi. Donc, éviter bien sûr de traiter une grippe et d'aller réaliser le prélèvement après. Où est-ce qu'il faut prélever? Alors, il y a les voies aériennes supérieures, il y a les voies aériennes inférieures. Est-ce qu'on va prélever plutôt au niveau du nasopharynx, ou alors il faut aller chercher le virus dans les voies aériennes inférieures? Alors, le virus grippal, par exemple, ou le VRS, c'est des virus qui diffusent de proche en proche et qui vont par voie descendante aller chercher le poumon. Donc, au début, donc, on les retrouve, bien évidemment, et après une semaine, le virus sera localisé au niveau des voies aériennes inférieures. Donc, privilégier, lorsqu'on a une atteinte pulmonaire, les prélèvements inférieurs, des voies aériennes inférieures, à savoir les expectorations, une aspiration bronchique, LBA, bon, c'est un peu invasif, mais si on a l'occasion de le faire, ou un prélèvement distal protégé si le patient est intubé. Sinon, si le patient arrive la première semaine, on va privilégier, bien évidemment, les prélèvements respiratoires hauts. Il y a l'aspiration nasopharyngée ou bien l'écouvillonnage nasopharyngé. Alors, comment prélever? C'est très important. Donc, je vais vous parler de deux techniques, qui est l'aspiration nasopharyngée, qui est privilégiée chez les enfants, puisque ça permet de ramener de façon moins traumatique les cellules nasopharyngées. Donc, on va injecter ou instiller quelques millilitres de sérum physiologique, puis on va aspirer à l'aide d'une sonde d'aspiration montée sur une seringue, par exemple, et puis on va déverser le contenu dans le milieu de transport virologique. Maintenant, si on ne peut pas le faire, c'est toujours utile, voire même donc indiqué, de réaliser l'écouvillonnage nasopharyngé. Bien sûr, il faudra toujours s'équiper des équipements de protection individuelle. Hein. Donc, considère toutes les personnes comme étant positives jusqu'à preuve du contraire. Même si elle arrive pour une petite rhinite, il faut, quand on prélève, il faut se protéger, puisque le patient peut avoir une réaction d'éternuement qui accentue bien évidemment le risque de transmission. Donc, mettre son masque à FFP2, ses gants, la surblouse, la visière et puis la coiffe par-dessus. Alors, par quoi on va prélever? On vous a parlé très souvent de ces écouvillons en plastique spécifiques pour les prélèvements viraux. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter de prélever par les écouvillons classiques qui sont en tige de bois ou qui ne sont pas RNase ou DNase-free. Donc, ce sont ce type de dispositifs. Donc, c'est des écouvillons en plastique floqués, donc ils sont dans un sachet en plastique, accompagnés toujours par le milieu de transport virologique. Donc, on va introduire de façon en douceur, parce que c'est vraiment un prélèvement qui est très gênant, douloureux pour le patient, il ne faut pas traumatiser. Donc, on va faire rentrer l'écouvillon de façon parallèle au plancher buccal, avec une légère extension de la tête, pas en hyperextension et pas la tête fléchie, pour ne pas aller vers les fosses nasales. Et donc, on va avoir une petite résistance au milieu, et puis on va la dépasser en douceur jusqu'à ce qu'on bute à l'arrière, au nasopharynx. À ce moment-là, il ne faut pas appuyer encore plus, il faut s'arrêter. On laisse aspirer
quelques secondes les sécrétions nasopharyngées et puis on va tourner en douceur dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple, pour recueillir les cellules sans gratter. Il ne faut pas gratter parce que ça fait mal. On tourne un tout petit peu et puis on retire notre écouvillon en douceur pour le placer automatiquement et directement dans le milieu de transport virologique, casser le bout distal, le décharger puis le casser, bien évidemment étiqueter et le mettre le tout dans un double emballage pour éviter le risque de contamination de l'environnement et du préleveur, du transporteur et au niveau du laboratoire. Alors, si vous n'avez pas de laboratoire de virologie à côté, sachez que dans le milieu de transport virologique, on peut garder le prélèvement pendant quelques heures à température ambiante. Sinon, il faudra la mettre à de plus basses températures, à plus 4, c'est-à-dire au réfrigérateur. Alors, même si le génome viral peut rester intact pendant plusieurs jours, il n'est pas utile pour le diagnostic d'aller attendre plus de 3 jours. Donc, au bout de 3 jours, franchement, il n'y a plus d'intérêt. Il faudra mieux refaire le prélèvement que d'attendre après une semaine d'envoyer ce prélèvement. Sur le plan diagnostic, ce n'est pas très, très intéressant. Alors, ensuite, au niveau du laboratoire, je vais pouvoir aller très, très rapidement des différentes techniques qu'on peut réaliser pour passer par la suite à l'interprétation qui est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, sachez qu'il y a des techniques de diagnostic direct et de diagnostic indirect. Alors, pour les virus respiratoires, c'est essentiellement le diagnostic direct. On n'a pas très souvent, c'est pas très, très intéressant, sauf dans de très rares cas, de réaliser le diagnostic indirect. Donc, on va s'attarder essentiellement sur les 2 techniques qu'on utilise le plus en routine et que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre activité. Donc, qui sont la détection antigénique des virus et ou la détection du génome viral. Je ne vais pas vous parler de la microscopie électronique puisqu'elle n'est pas utilisable en routine. Elle ne permet pas de différencier entre les différentes sous-espèces et espèces du virus. La culture virale, bien sûr, ça reste la technique de référence, bien évidemment, puisque c'est la seule technique qui nous permet d'avoir une idée sur la virulence, sur la contagiosité du virus, mais c'est une technique qui est laborieuse, qui nécessite un équipement très lourd et qui n'est pas utilisable en routine, surtout en situation de pandémie ou d'épidémie. Donc, elle est réservée aux laboratoires spécialisés pour l'élaboration des souches vaccinales, pour étudier la virulence, la vivacité des virus, etc. Donc, on peut mettre en culture sur des cellules, sur des œufs de poule embryonnés, etc. Donc, on passe directement à la détection antigénique. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont utilisables. L'immunofluorescence, donc juste un mot, c'est une réaction antigène-anticorps. Quand c'est positif, ça donne une fluorescence. Donc, on va lire au microscope la positivité. Ça se traduit comme ceci, avec cette fluorescence qui témoigne de la présence de l'antigène viral dans le prélèvement. Donc, ce que vous voyez en rouge, ce sont les cellules. Et puis là, c'est une cellule qui est infectée par un virus donné. Il y a un ou plusieurs virus qui peuvent être testés à la fois. Le deuxième test qui vous intéresse un peu plus, puisque vous pouvez être amené quelquefois à le réaliser en tant que clinicien, il s'agit de l'immunochromatographie. Alors, en un autre terme, c'est le test de diagnostic rapide ou les TDR ou les TROD. Je vous expliquais rapidement la différence entre TDR et TROD. C'est quoi? En fait, c'est le fait de détecter des antigènes viraux par des anticorps spécifiques. Donc, on a un anticorps qui reconnaît l'antigène viral et cet anticorps, il est fixé sur une bande. Donc, cette bande, elle se présente comme ceci, soit c'est des bandelettes, soit c'est des cassettes, comme ceci. Donc, vous avez une fenêtre, comme ici, par exemple, pour les virus de la grippe A et B. Donc, vous avez une fenêtre dans laquelle vous allez déposer une goutte de votre prélèvement. Et cette goutte-là, si jamais elle contient l'antigène viral, bien sûr, elle va migrer, dans tous les cas, qu'elle contienne ou pas d'antigène viral, elle va migrer tout au long de la bande qui contient l'anticorps spécifique. Si jamais l'antigène rencontre
son anticorps, et ben, il y aura une fixation et ça se lira sous forme d'une bande colorée. Donc, c'est très simple. C'est des tests qui sont rapides. Ça se lit en 8 à 15 minutes, voire maximum 30 minutes. Donc, ça dépend des tests. Et ça peut se faire au lit du malade. Donc, quand on n'a pas de laboratoire accessible, ou bien comme ce qui s'est passé actuellement pour la Covid, les laboratoires sont extrêmement surchargés, c'est le fait de le faire au lit du malade, ça permet vraiment de gagner un temps très précieux et de décharger les laboratoires. Donc, concernant ces TROD, alors la différence entre TROD et TDR, donc parfois vous rencontrez le mot TDR, parfois c'est TROD, c'est quoi la différence? Le test de diagnostic rapide ou TDR, c'est la même chose en fait, c'est juste que le TDR est fait au laboratoire de biologie, alors que les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, c'est les mêmes tests quand ils sont réalisés au lit du malade par les cliniciens. Le seul problème, c'est que parfois, ces TROD ou ces TDR peuvent manquer de sensibilité. Alors, pourquoi ça manque de sensibilité? C'est variable selon les tests, selon l'antigène qu'on recherche. Et puis, bien sûr, sur la nature de l'immunité de la personne. Plus on est infecté, plus la charge virale, elle diminue. Donc, c'est normal. Donc, quand on est infecté plusieurs fois par le VRS, on finit, quand on est adulte, par développer une immunité très, très importante qui va ralentir ou réduire la charge virale, ce qui va faire que les tests rapides seront faussement négatifs. Donc, chez les adultes, la sensibilité, elle est moins importante que chez les enfants par rapport au TROD. Concernant coronavirus, maintenant, quel est l'antigène qu'on recherche? C'est l'antigène N, de la protéine N, qui entoure le génome, ce qu'on appelle la nucléocapside. C'est la partie la plus conservée du virus. Donc, généralement, on cible la partie conservée qui ne mute pas beaucoup pour pouvoir la dépister plus facilement. Alors, quelque chose à savoir impérativement par rapport au TROD du coronavirus, c'est qu'ils doivent obligatoirement être réalisés au bout de 4 à 5 jours. Au-delà de cette date-là, la charge virale diminue considérablement et va faire que vos TROD seront faussement négatifs. Donc, cette sensibilité, elle est variable selon les tests, très variable même. Ça varie de 17 à 97% selon les firmes. C'est pour ça qu'on a tardé à choisir vraiment le bon produit parce qu'il fallait que ça réponde à une limite inférieure de sensibilité. Ça ne devait pas descendre au-deçà de 97%. La spécificité, par contre, elle est assez bonne pour toutes les firmes. Il y a très peu, voire pas, de réactions croisées avec les autres coronavirus qui circulent dans la population. Alors, les recommandations de l'Observatoire national, c'est effectivement, comme déjà dit, de ne réaliser ces TROD-là que chez les patients symptomatiques, hein, pas chez les patients asymptomatiques. Et pas chez tous les patients symptomatiques, il faut vraiment que les signes cliniques évoluent depuis uniquement 5, maximum 7 jours. Sinon, il n'y a pas d'indication à réaliser les TROD. Alors, qui sont équipés à réaliser les TROD? Vous avez les unités de pré-triage, vous avez des circuits Covid, les urgences, la médecine préventive, donc toutes les structures qui sont susceptibles d'avoir donc des consultants positif. Donc, quel est l'algorithme décisionnel par rapport à ces tests rapides? Donc, ils sont réalisés chez les cas suspects dans les J4 à J5, donc c'est ce qui est préconisé. Donc, on peut réaliser un prélèvement chez les patients symptomatiques suspects. Maintenant, si le test est négatif, est positif, pardon, on retient le diagnostic. Donc, on n'est pas du tout obligé de refaire le test, on peut s'arrêter là. Donc, c'est un patient confirmé, positif. Par contre, si c'est négatif, il faudra impérativement réaliser une PCR. Donc, on refait un autre prélèvement. Donc, il y a le patient qui est à côté, qui attend. Donc, dès que le test revient négatif, on attend jusqu'à 15-30 minutes, puis on déclare que c'est négatif. On refait le même prélèvement et on l'adresse au laboratoire de virologie pour RT-PCR.
Si c'est positif, bien sûr, c'est un cas confirmé. Si c'est négatif, il faut quand même garder la personne en isolement jusqu'à disparition des signes cliniques. Maintenant, la détection antigénique peut également se faire par ELISA. Donc, c'est le même principe, la détection de l'antigène en utilisant des anticorps marqués, et puis on révèle au laboratoire. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas faisable au lit du malade. On passe au quatrième test, et qui est le plus intéressant, le plus important, et qui est la détection du génome viral par biologie moléculaire. Alors pourquoi c'est en train de détrôner carrément la culture? Parce que c'est une technique qui est très sensible, qui est beaucoup plus facile à réaliser, qui ne nécessite pas des mesures draconiennes d'isolement et d'asepsie comme pour la culture. Vous savez que pour la culture, il faut un P3, donc un niveau de sécurité très élevé. En plus, on peut, à partir d'un prélèvement qui est très très peu riche en virus, à avoir quand même un diagnostic positif. Donc le principe, c'est quoi? Vous avez donc un virus, ça a un génome. Donc c'est un génome ARN ou ADN. Nous allons cibler dans tout ce génome un endroit bien précis qui est spécifique du virus, c'est-à-dire quand il est là, ça témoigne d'une positivité. Donc on va réaliser une amplification et puis on va détecter cette amplification. Maintenant, pourquoi on utilise une PCR en particulier qui s'appelle la PCR en temps réel? Quels sont les atouts, ou quel est le plus de cette PCR en temps réel? C'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'il y a une amplification, c'est-à-dire quand le génome est présent, on va avoir une émission de fluorescence ou d'une lumière particulière qui sera détectée et puis étudiée et transformée en un signal. Donc, au fur et à mesure qu'il y a une amplification, il y a un signal qui augmente petit à petit jusqu'à avoir un plafond, bien évidemment. Donc, ça permet en quelque sorte d'avoir une estimation soit semi-quantitative, soit carrément quantitative de la charge virale. Donc, ça permet de dire si notre prélèvement est à la base chargé en virus ou peu chargé en virus. Donc, ça peut être très utile, notamment dans certaines infections, comme cette étude le démontre. Donc, la charge virale peut, dans certaines situations, être corrélée à la gravité. Donc, quand on vous dit que cette personne présente une charge virale élevée, vous savez que vous devez, il serait mieux d'hospitaliser plutôt en une unité de soins intensifs que de laisser, par exemple, traiter à domicile. Alors, l'RT-PCR dans l'épidémie ou la pandémie de SARS-coronavirus, quand est-ce qu'elle se positive? Alors, il faut savoir que dans 80% des malades, la PCR a été positive à J7, donc la première semaine, avec une durée médiane de 12 jours, mais il faut savoir qu'il y a des extrêmes. On a vu même des patients rester positifs pendant plus de 3 mois. Ça équivaut à des débris, en fait, des particules virales qui sont éliminées, mais bien évidemment, on peut avoir des débris du génome avec cette portion du gène qu'on trouve qui va rester pendant très, très, très longtemps. Donc, là, vous avez bien compris qu'un test positif ne veut pas dire forcément que la personne est contagieuse. Donc, il n'y a pas à dire que PCR positive après un mois, cette patiente présente un statut infectieux positif. Donc voilà, c'est ça le problème. Je vous ai dit tout à l'heure, la seule technique qui nous permet de confirmer à 100%, il n'y a pas de 100% en médecine, mais qui permet de s'orienter sur le statut infectieux ou sur la contagiosité, c'est la culture cellulaire. Et bien sûr, on va s'aider ici par les données cliniques et épidémiologiques. Aussi, un test négatif ne permet pas d'exclure formellement une infection à SARS-CoV-2 pour les raisons déjà citées, hein, le prélèvement, s'il est bien fait, s'il a été fait de façon trop précoce ou trop tardive, s'il a été fait avec le bon dispositif, si on a réellement réalisé donc un prélèvement cellulaire.
Est-ce que le prélèvement a été acheminé dans de bonnes conditions, etc. Donc, il y a toutes ces raisons qui font que parfois on peut avoir des tests faussement négatifs. Alors, le rendu des résultats, bien évidemment, le plus précoce serait le mieux. Il y a des retombées parfois dramatiques quand on rend pas un résultat dans les délais. On en est conscient, mais c'est les délais, c'est les limites, on va dire, des techniques qui sont utilisées. Donc, c'est pas possible de faire autrement et plus rapidement. C'est pour ça que dans certains centres, on s'est équipé d'appareils de PCR qu'on appelle les PCR rapides ou en cartouche qui peuvent donner un résultat dans un délai très rapide de 1 heure, 45 minutes parfois. Mais il faut savoir que ces tests-là, c'est des tests unitaires, c'est-à-dire on ne peut pas réaliser une série de 400 personnes par jour avec de tels dispositifs. Hein. C'est des tests qui vous donnent un patient par heure, donc ce n'est pas fait pour les grandes séries. Alors, actuellement, on parle de plus en plus des approches syndromiques ou des PCR multiplex. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une approche syndromique? En fait, c'est d'essayer, quand on a un patient qui présente une infection respiratoire, de concentrer notre énergie sur plusieurs virus en même temps. C'est-à-dire, au lieu de réaliser une PCR pour la grippe toute seule, pour le VRS, pour le coronavirus, eh ben, on va mélanger tout ça et on va mélanger plusieurs cibles. On va rechercher plutôt plusieurs cibles de plusieurs virus, voire plusieurs bactéries, plusieurs parasites dans une même réaction. Donc, ça permet un gain énorme notamment, non seulement dans le diagnostic étiologique de certitude, ça permet de réduire bien évidemment le délai diagnostique et on vous donne donc un résultat bien plus rapidement que si c'était une approche simplexe. Également, d'autres intérêts, donc, c'est de pouvoir maîtriser le risque infectieux, hein, de rompre la chaîne de transmission pour éviter donc la propagation dans les unités de soins intensifs, dans la population, donner le bon traitement au bon moment, isolement donc ciblé des patients, etc. Il y a un gain considérablement en termes d'usage, d'éviter plutôt de l'abus de l'antibiothérapie, notamment en milieu pédiatrique. Donc, il y a une réduction de l'utilisation des antibiotiques qui a été constatée et qui est formelle, un peu moins évidente concernant les adultes par contre. Donc, il y a plusieurs tests, donc je ne reviens pas là-dessus. Ici, par exemple, c'est juste un exemple, le Multifunder, qui permet de faire le diagnostic de 22 micro-organismes en un seul test. Donc, vous avez les virus grippaux, les VRS, rhinovirus, les coronavirus. Ça peut être adapté également pour le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, les para-influenzaires, les bactéries, pneumocoques, hémophilus, etc., les parasites également. Donc, on peut cibler le pneumocystis carini, la coqueluche, etc. Donc, c'est vraiment une aubaine hein, pour les patients qui arrivent avec un tableau clinique qui n'est pas très, très parlant, qui n'oriente pas forcément vers une pathologie donnée. Maintenant, j'en arrive au diagnostic indirect ou le sérodiagnostic. Comme déjà dit tout à l'heure, par rapport à la grippe, par exemple, ou le VRS, il y a vraiment très, très peu d'intérêt, voire pas d'intérêt à réaliser de diagnostic sérologique, c'est-à-dire la sérologie, à rechercher les anticorps dans le sang. C'est purement un intérêt de surveillance épidémiologique ou de voir si les personnes sont immunisées quand elles ont reçu une dose vaccinale. Par contre, par rapport à la Covid-19, il peut y avoir un intérêt, mais dans les phases tardives de la maladie, c'est-à-dire à partir d'1 à 2 à 3 semaines d'évolution du début des signes cliniques. Donc, bien évidemment, il faut savoir qu'avoir des anticorps de type IgG ou IgM ne permet pas de statuer sur la contagiosité. Donc, ça ne permet pas ni de confirmer ni d'infirmer que la personne est contagieuse.
Ce n'est pas synonyme d'immunité définitive. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas formel là-dessus. Donc, c'est vrai que les anticorps, généralement, persistent quelques mois et diminuent, mais il y a les lymphocytes mémoire. Donc, on ne sait pas si réellement il y a une immunité durable, du moins. Ces tests peuvent être aussi bien quantitatifs que qualitatifs quand on utilise l'ELISA. On peut quantifier le taux d'anticorps. Maintenant, il faut savoir que la sensibilité est également variable. Il y a une supériorité évidente des tests ELISA par rapport aux tests rapides. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les tests rapides pour la détection des anticorps. Donc, ce qu'on utilise actuellement, ce qui est disponible, ce sont les tests ELISA. Un mot sur la cinétique des anticorps lors de l'infection à SARS-CoV-2. Donc, quand vous voyez, les anticorps commencent à être excrétés durant la deuxième semaine du début des signes cliniques. Parfois, au début, il faudra attendre jusqu'à 3 semaines. Et puis, donc les IgM et les IgG sont excrétés de façon quasi concomitante. Il y a les IgM qui vont disparaître. Et puis les IgG qui vont persister un peu plus longtemps, pendant 3, 4, 6 mois, ça dépend des personnes, donc ce n'est pas une règle. Comment interpréter la sérologie? Alors, quand on a des IgM positives et des IgG négatives, bien sûr, c'est plutôt en faveur d'une infection débutante. Hein. Quand les deux paramètres sont présents, c'est une infection en cours. Et quand on a uniquement les IgG, généralement, c'est une réponse à une infection qui s'est déroulée il y a quelques temps ou quelques jours, quelques semaines plutôt. Alors, quand est-ce qu'on est amené à réaliser la sérologie? Donc, généralement dans les phases tardives. Donc, parfois, ça peut être utile, ça peut redresser carrément un diagnostic quand un patient arrive à J10, que le test PCR est négatif et qu'il y a une forte présomption clinique, radiologique, tout ce que vous voulez. Là, on peut être amené à réaliser un test sérologique. Et puis, bien évidemment, pour les études épidémiologiques, il est toujours intéressant de savoir si les personnes ont été en contact, le personnel de la santé, etc. Donc, on peut l'envisager. Ou bien, carrément réservé aux personnes qui sont pas en contact direct avec les laboratoires de biologie. Donc, au final, le diagnostic étiologique doit tenir compte de plusieurs facteurs, bien évidemment, surtout la situation épidémiologique et des nouveaux virus qui apparaissent, l'âge, le terrain, les comorbidités, etc. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent déterminer le diagnostic étiologique, mais il faut savoir que quand on suspecte certains virus, il vaut mieux réaliser le bon test au bon moment. Coronavirus, bien sûr, c'est la RT-PCR. Éventuellement les TROD ou la sérologie ELISA, la grippe et le VRS, toujours la RT-PCR. Éventuellement, on peut avoir recours au test de diagnostic rapide ou d'immunofluorescence. Qu'est-ce qui est recommandé pour actuellement en Tunisie? Donc, RT-PCR, bien évidemment, pour tout patient symptomatique, quand il arrive durant la première semaine du début de la symptomatologie, on va réaliser un prélèvement des voies aériennes supérieures. Le test antigénique, il est réservé aux patients symptomatiques qui arrivent dans les 4, maximum 5 jours du début de la symptomatologie, et les tests sérologiques chez les patients symptomatiques uniquement si on n'a pas d'accès ni à la RT-PCR ni au test antigénique, et bien sûr quand l'infection évolue depuis plus de 10 jours, voire 14 jours du début de l'infection. Là, on peut être amené à réaliser un test sérologique parce que forcément, la RT-PCR sera vraisemblablement négative, le test antigénique aussi. Quand la personne est asymptomatique, on peut envisager également, à partir de 20 jours, de réaliser une sérologie pour avoir un diagnostic a posteriori ou rétrospectif. Donc, il y a des études qui ont été réalisées pour voir l'épidémiologie un petit peu. Donc, cette étude, elle date de 2 ou 3 ans, qui a été réalisée à Sousse, qui a permis d'isoler plusieurs virus chez les enfants qui sont atteints de bronchiolite. Et il y avait une surprise, c'est qu'on avait retrouvé le rhinovirus,
de façon très, très prédominante, surtout chez les nouveau-nés. Et donc, ça nous a quand même amené à se poser des questions et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir ce genre de surprise, puisque ça s'est déjà, ça a été déjà constaté dans certaines études, par exemple celle-ci, et a permis de conclure qu'il y a certains virus qui sont pathogènes obligatoires, c'est-à-dire leur présence, leur isolement permet de confirmer à 100% qu'il s'agit d'une infection à ce virus-là. Il y a bien sûr le virus de la grippe, le VRS, le coronavirus, le métapneumovirus. Donc, c'est des virus qui sont pathogènes obligatoires. Maintenant, les autres virus, genre para-influenza, les autres coronavirus, le rhino, adénovirus, surtout chez les enfants, hein, on peut avoir carrément une infection plurimicrobienne. Là, il faut vraiment interpréter avec beaucoup de prudence. Il faut revoir le contexte épidémiologique, le terrain, etc., puisque ce sont des virus qu'on peut avoir en portage et qui peuvent donc être là sans pour autant être responsables de la pathologie. Donc, je conclus. Comme vous voyez, donc, les moyens de diagnostic nous ont permis de faciliter de façon très, très, très significative le diagnostic virologique et de certitude étiologique. Mais est-ce que ça ne nous crée pas, en quelque sorte, d'autres soucis d'ordre interprétation, d'imputabilité? Donc, il faut toujours revenir à la clinique, à la radiologie, au contexte épidémiologique, quand il s'agit bien sûr de virus qui ne sont pas pathogènes. L'interprétation doit tenir compte donc de la méthode qui a été développée. Parfois, on peut être amené à réaliser un dosage de la charge virale. Ça peut également aider dans certains cas. Quand on a une charge virale importante, en général, c'est que le virus est en cause de l'infection. Et puis, bien sûr, privilégier l'approche syndromique, cette innovation qui a permis donc de faciliter, de raccourcir les délais, d'avoir vraiment une vision globale sans s'attarder sur les tests monoplex, de viser chaque micro-organisme à part. Bien sûr, nous sommes toujours ouverts à la discussion. Il faut toujours dialoguer entre microbiologistes et cliniciens. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre attention.